troisième épisode de cette longue histoire européenne, qui en mériterait beaucoup, mais on ne peut pas non plus faire que de l'histoire, et bien évidemment. Alors, je disais en terminant le propos précédent qu'au fond, le 19e siècle est un siècle qui va connaître la naissance de beaucoup de nations européennes d'aujourd'hui, qui en réalité sont souvent très jeunes. On l'oublie souvent, cette dimension-là, on l'oublie souvent. Quand on est en France, on a le sentiment que les nations, c'est des millénaires derrière, et ce n'est pas si évident que ça. Prends quelques exemples. Le Luxembourg n'existe en tant que grand-duché indépendant que depuis simplement 1890. Il fut hollandais, belge, prussien, français. La Belgique n'existe 1830 et pas avant, pas de Belgique avant 1830. La Grèce d'aujourd'hui est devenue indépendante en 1829. Auparavant, c'était simplement une possession de l'Empire ottoman et pas plus que cela. Bien sûr, si on remonte dans le temps, c'était autre chose. Mais là, dans la période moderne, la Finlande ne sera vraiment totalement indépendante qu'en 1917. C'était simplement une province russe auparavant. Et si l'on continue, l'Allemagne, l'Italie ne sont devenus des États unifiés qu'à la fin du XIXe siècle. Là aussi, il ne faut pas l'oublier, grâce à Bismarck pour les Allemands ou à Garibaldi pour les Italiens. Mais l'Empire allemand moderne est proclamé par Guillaume Ier en 1871. Et il ne faut jamais oublier qu'il a été proclamé dans la Galerie des Glaces du Palais de Versailles, après la défaite française de 1870. Donc l'Allemagne, c'est simplement l'Allemagne d'aujourd'hui, d'une certaine manière, sa forme, c'est 1871. L'Italie, c'est à peu près la même idée. La capitale, Rome, ne devient capitale de l'Italie qu'en 1870. Et donc on voit là des nations relativement jeunes par rapport à d'autres dans l'ensemble européen. Je pense bien sûr au Royaume-Uni, je pense à l'Espagne ou à la France. Ce que l'on peut constater aussi dans ces différents siècles que j'ai évoqués, 17e, 18e, 19e siècle, ça mérite simplement quelques éléments, ça donne des pistes à ceux qui veulent aller éventuellement plus loin. C'est, au fond, en Europe, il y a eu des hégémonies successives. Et dans l'Europe, en quelque sorte, qui est représentée par l'Union européenne, des hégémonies successives très intéressantes. D'où cette idée de l'Europe westphalienne, c'est-à-dire le partage de l'Europe par le traité de Westphalie. Au fond, la France, à la fin de la guerre de 30 ans et le mariage de Louis XIV, devient l'hégémonie française, la grande puissance française, grâce à Louis XIV, et à ses 72 ans de règne. 72 ans de règne pour Louis XIV, la France supplante l'Autriche en Europe, la France est puissante. Et ce rêve de Louis XIV sera repris par Napoléon Ier, de faire aussi une France puissante en Europe, avec un modèle peut-être dans l'esprit. Charlemagne n'est pas très très loin dans l'esprit à ce moment-là. Autre hégémonie, l'hégémonie bien sûr britannique. L'hégémonie britannique, l'Angleterre a toujours aspiré à la puissance hégémonique. Et une puissance hégémonique contre la France. Et l'on peut dire que l'ennemi héréditaire de la France, c'est bien sûr le Royaume-Uni. Ce n'est pas l'Allemagne sur ce point. Et je regardais, entre 1689 et 1815, il y a 1689-1815, nous nous sommes fait la guerre 8 fois, 54 années de guerre sur 126 ans entre la France et le Royaume-Uni. Ce n'est pas tout à fait une petite guerre d'une certaine manière. Alors c'est vrai que sur ce registre, on a souvent dit que l'Angleterre est en Europe, mais l'Angleterre n'est pas sur le continent. Parce que l'Angleterre n'a pas réussi à dominer le continent, alors elle a voulu dominer le monde. Sur ce point, première puissance maritime tout à fait impressionnante. Et d'une certaine manière, on peut dire que la France a aidé le Royaume-Uni à avoir cette puissance, puisque nous avons cédé au Royaume-Uni le Canada, le Mississippi, et que d'une certaine manière, le Royaume-Uni a résisté à Napoléon, et c'est la victoire de Trafalgar, la britannique de Trafalgar, mais l'Angleterre a aussi résisté à l'Allemagne, et l'Angleterre n'a pas été envahie par l'Allemagne, même l'Allemagne d'Hitler. Autre puissance forte, l'Allemagne, aussi sur ce territoire.
Au fond, l'Allemagne a eu un rêve de puissance, peut-être dans un premier temps de puissance pacifique. C'est l'époque de Bismarck, avec l'idée d'asseoir sa puissance sur sa production, sur sa richesse économique, sur ce registre. L'Allemagne a toujours considéré que le continent était son espace de développement, pas tellement le monde, mais le continent. Et bien sûr, le rêve fou, complètement fou d'Hitler, d'en faire la première puissance du monde sur ce registre. Aujourd'hui, on entend parler d'Europe allemande au travers de la puissance économique de l'Allemagne. C'est intéressant. L'Europe non seulement a des combats d'hégémonie entre puissances en Europe, deuxième aspect, me semble-t-il, c'est que l'Europe a voulu dominer le monde. Cette fois-ci, l'Europe a voulu dominer le monde et sur ce registre, ce que l'on peut constater, c'est que, au fond, le 19e et le 20e siècle ont construit l'apogée de la puissance européenne dans le monde, cette fois-ci. Apogée de la puissance européenne dans le monde, au fond, le monde va être régi par l'Europe. Va être régi par l'Europe au travers des grandes conférences internationales, des grands traités de droit international, qui seront des grands traités faits en Europe. Beaucoup de conférences ont lieu en Europe, conférence de Londres, conférence de Berlin. Conférence de Berlin, 1874-1885, c'était pour se partager l'Afrique sous puissance européenne. Conférence sur les fleuves, conférence sur les mers, c'était encore les Européens qui définissaient le droit des mers, le droit des fleuves sur ce registre, voire même le droit de la guerre, puisque le droit de la guerre a été fabriqué par les Européens eux-mêmes aussi, bien sûr. Mais c'est l'Europe puissance en matière de télégraphe, en matière de téléphone, en matière de chemin de fer, c'est encore l'Europe qui est une grande puissance en la matière. Et l'on peut dire qu'au fond, il y a une volonté d'avoir une puissance coloniale et avec des empires coloniaux considérables. Empire colonial, on disait que les empires coloniaux français, et surtout britanniques, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, tellement la puissance britannique se répartit dans le monde sur ce point. C'est la période où la Chine n'est pas puissante, où le Japon n'est pas puissant, et il y a une puissance européenne forte sur ce registre-là. Bien sûr, l'Europe des tsars a voulu aussi imposer sa puissance, mais c'est souvent la France et surtout le Royaume-Uni qui ont eu un rôle de puissance dans le monde sur ce point. Alors, c'est vrai que cette Europe puissance va surmonter la Première Guerre mondiale. Nous nous sommes entredéchirés par des guerres fratricides entre Européens, mais pour réussir à nous sortir du conflit entre nous, nous avons fait appel à tous nos peuples colonisés qui sont venus nous aider d'Inde, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique pour nous aider et mourir à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Mais au fond, après cette Première Guerre, les Européens vont réussir en quelque sorte, à se retrouver quelque peu, pas si longtemps que ça, puisque le règlement de la Première Guerre mondiale est un règlement, il faut faire payer l'Allemagne très cher, ce qui va nourrir la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il ne s'agit pas d'évoquer cela, mais ce qu'on constate, on parle de guerre mondiale, elles ont été d'abord des guerres européennes sur le sol européen, avant de se généraliser dans le monde. Ce que l'on peut constater, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, au fond, l'Europe va réussir à s'en sortir, mais grâce à des alliés venus d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. C'est les États-Unis et l'Union soviétique qui vont réussir en quelque sorte à mettre un terme au régime nazi. Les Européens tout seuls, sans les États-Unis, sans l'Union soviétique, n'auraient pas pu le faire. La conséquence, c'est que l'Europe va se trouver divisée en deux morceaux, en deux parties, avec deux univers complets. Deux univers qui vont durer de 1945 à 1990. Deux univers séparés entre deux mondes. Le monde communiste d'un côté, autour de l'Union soviétique, le monde libéral et capitaliste, si l'on peut dire, autour des États-Unis d'Amérique, le plan Marshall aidant à ce développement. Et c'est vrai que sur ce registre, ces deux Europes vont se faire face
Le rideau de fer est passé par là, le mur de Berlin va nous séparer de manière forte. Chacun va s'organiser de son côté, et on peut dire que la fin de l'Union soviétique, la disparition en quelque sorte de cette puissance soviétique par la décision du président Gorbatchev de faire évoluer la Russie, mais il l'a fait tellement évoluer qu'il a abouti à la disparition de l'Union soviétique, à la naissance de la Fédération de Russie, à son éclatement, et on a assisté, et c'est la période moderne dans laquelle nous sommes, à la décomposition de l'Europe de l'Est et la recomposition d'une autre Europe, ce qui explique que nous soyons passés au sein de l'Union européenne de 15 États à 25 États en 2004, 27 États en 2007, 28 États en 2013, et c'est pas fini. Et au fond, pour terminer ce troisième épisode, au fond aujourd'hui, cette décomposition-recomposition n'est pas terminée, elle se poursuit. Aux grandes dames du président de la Fédération de Russie, qui voit d'un très mauvais œil cette recomposition d'anciennes parties de l'Union soviétique qui se tournent plutôt vers Bruxelles que vers Moscou et qui sont tentées de faire le saut d'entrée, pas tout de suite, d'ici quelques années, dans l'Union européenne. C'est à la fois le drame et les perspectives de l'Ukraine, par exemple, mais on peut le retrouver en Moldavie, on peut retrouver dans beaucoup d'éléments. La recomposition n'est pas terminée, les anciens États de l'ex-Yougoslavie, les uns après les autres, veulent rentrer dans l'Union européenne, mais l'on voit bien que aujourd'hui, l'élargissement connaît une pause, peut-être une pause assez longue, puisque le nouveau président de la Commission européenne nous a expliqué que pendant son mandat de 5 ans, il n'y aura pas de nouvel élargissement, pas de nouveaux États rentrés, ce qui laisse place à d'autres aspects de décomposition potentielle ou de repositionnement des uns et des autres. Je n'ai pas évoqué la Biélorussie, mais elle aussi un jour sera peut-être tiraillée d'un côté ou de l'autre sur ce point. Et comme ça, on a vu l'ensemble des choses. Peut-être on fera un jour un 4e épisode de l'histoire, mais il faut peut-être s'en arrêter là. Merci.